On a Jeff Fillion, on est de retour tel que prévu depuis tôt ce matin. On parle avec Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, bon matin. Bon matin, Jeff. Comment ça va? Je sais pas, je viens de t'entendre pendant une demi-heure puis je suis déprimé. Tu penses? Tu sais, en fait, je viens juste de raccrocher là avec quelqu'un qui travaille à Financière Banque Nationale et il me disait qu'il était au lunch hier avec deux autres hommes d'affaires, tu sais, puis ces hommes d'affaires-là disaient, là, nous autres, là, tout ce qu'on regarde, là, c'est où est-ce qu'on peut investir à l'extérieur du Québec. C'est un peu déprimant quand t'entends ça. Je l'entends beaucoup. Adrien, je te le dis, là, j'ai fait un cri du cœur cette semaine, des fois, ça sort comme ça sort, mais je veux gagner, moi, je suis un gagnant. Je suis... De ce temps-là, je pense qu'on est comme rendu à bout de patience. C'est arrivé à d'autres fois dans notre vie, puis on a réussi à se relever et à se repartir. Sauf qu'à un moment donné, on vient à on manque de jus. On manque de jus. Tantôt, je disais, l'image, il y a une corde. C'est déjà, on se bat contre plein de pays qui sont émergents, qui ont des capacités incroyables parce qu'ils vont produire des millions d'ingénieurs dans les prochaines années. Ces gens-là sont là, ils sont nos compétiteurs, puis nous autres, on est là à essayer de chamailler entre nous autres, puis on se bat contre personne pendant ce temps-là, on n'améliore pas notre sort, même qu'on perd nos acquis. Et personne s'en rend compte, c'est un lent déclin, on est là à essayer de sortir les bras, puis de crier, puis de réveiller le monde, et personne réagit. Ce qu'on voit surtout maintenant, là, c'est que tant dans le reste du Canada qu'aux États-Unis, les pays se sortent de la récession. On voit ça, là. C'est lent, c'est un lent processus, mais il y a quand même un peu de croissance aux États-Unis, les rendements des entreprises aux États-Unis, ça s'améliore tout ça. Et il commence à y avoir un petit peu de lumière au bout du tunnel pour ces entreprises-là, puis ces pays-là. Mais honnêtement, au Québec, on est encore pas mal dans le fond du baril. Et c'est le genre de discussion tu sais, ce dont on entend à la télé et à la radio, c'est pas ça, là. C'est la charte, la commission sur les enjeux énergétiques du Québec qui va nous amener nulle part. Tu sais, on spin, là, on tourne l'électrification des transports, la politique de souveraineté alimentaire. C'est des affaires c'est des dadas de Mme Marois qu'elle a depuis longtemps, là, c'est pas nouveau. Moi, j'ai entendu l'été passé, quand elle parlait de son programme, là, à une conférence, là, puis tout ce qu'elle a dit qu'elle voulait faire, là, elle est en train de le faire. Mais elle manque complètement le bateau, là. Ce qu'on dit en anglais, c'est « It's the economy, stupid ». C'est ça qui compte. Puis les gens, je sais pas si les gens font la relation entre l'importance d'avoir une économie florissante et puis l'impact que ça peut avoir sur ta vie personnelle. Mais c'est important d'avoir une économie florissante parce que ça nous enrichit, ça nous permet de prendre des vacances, de réaliser nos rêves, d'envoyer nos enfants à l'école privée, de faire ce qu'on veut. Et là, ce qu'on a, c'est vraiment une économie avec 50 000 pertes d'emplois depuis le début de janvier comparé au reste du Canada qui est je pense qu'ils ont 130 000 créations d'emplois. On n'est pas là du tout, là. Moi, cette semaine, Adrien, puis j'ai su un peu pourquoi, parce que j'ai des pirates à l'intérieur de Bombardier. Cette semaine, j'ai carrément tripé sur tout ce qui est arrivé avec Bombardier. On l'attendait depuis longtemps. Il y a des pirates qui me fournissaient de l'info autant du côté moteur que du côté développement de l'avion depuis plusieurs années. Puis sans être un maniaque d'aviation comme certains le sont, sincèrement, le début de la semaine, puis j'ai encore ce mood-là. Moi, je pense que l'avenir. Parlez-moi pas de l'action là, des gens, des fois, m'envoient des affaires. L'action de Bombardier. Non. Regardons les jobs reliés à ça. Regardez le projet en tant que tel, tout le développement technologique qui s'est fait. On devrait. Ça aurait dû être la semaine de Bombardier mur à mur. Et à un moment donné, j'ai entendu Pierre Bruno, parce que j'avais dit un peu plus tôt, les médias québécois devront faire comme les médias américains et les médias français qui défendent Boeing et Airbus. On va devoir être chauvin un peu, être très pro-Bombardier. Et quelques minutes après, Pierre Bruno a fait ceci, a dit « Eh bien, plusieurs experts pensent que l'avion de la C-Series va se vendre comme des petits pains chauds. » Et là, il prend une pause puis il dit, avec un grand sourire, « On verra. » Et l'autre chose après qu'on a su, c'est que Mme Marois n'y était pas. C'est très rare le déploiement d'un avion avec toute la technologie
que cet avion-là a en plus. C'est très rare dans l'histoire de l'aviation, un nouvel avion. On dit qu'il n'y en aura pas une nouvelle sur le marché commercial avant 2025. C'est un événement incroyable. Elle n'est pas là, mais la veille, elle est aux Gémeaux, Adrien. Ben, tu sais ça. Alors, tu vois vraiment où sont les priorités. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller à une conférence privée avec Pierre Baudouin sur toute la stratégie de lancement de la C-Series. C'est vraiment, là, en anglais, on dit bet the farm. C'est Bombardier a vraiment tout misé là-dessus. Et évidemment, tout fait pour minimiser les risques, pour contrôler les risques. Mais c'est une gageure énorme de la part de Bombardier. Et moi aussi, je dois dire que j'étais pas mal impressionné de voir l'avion décoller, là. J'ai en arrière de moi, par contre, un petit peu, il y a quelque chose qui m'emmerde, là, c'est le montant de subventions et de crédits d'impôt à la recherche et au développement, toutes sortes de crédits d'impôt que Bombardier a eu pour construire cet avion-là. Mais ça étant dit, c'est sûr que c'était vraiment quelque chose de voir cet avion-là décoller. Et j'avais même pas pensé, Jeff, tu me l'apprends que Mme Marois était pas là, j'en reviens pas, là. Je tombe en bas de ma chaise. C'est renversant parce que on reverra pas ça au Québec, là. On reverra pas ça au Canada. C'est pas simplement comme Boeing ou comme Airbus qui disent OK, on va rajouter un autre modèle. 35 pieds à l'avion qu'on a déjà, là. C'est comme tu dis, c'est un avion où il y a beaucoup d'aspects révolutionnaires, tant en termes de construction en composite que des moteurs. Alors, on peut tout simplement, il me semble que ça serait pas grand-chose de la part de Mme Marois. On aurait dû, en début de semaine, lundi, mardi, là, on aurait dû avoir consensus au Québec. Peu importe de quel groupe vous êtes, là, peu importe vous êtes dans le groupe de Gabriel Nadeau-Dubois, peu importe dans lequel groupe, il y a 3500 personnes déjà impliquées dans le projet seulement au Canada, au Québec, à Mirabel. Il pourrait y en avoir le double si tout va bien. 3500 jobs avec des gros salaires. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Moi, ce que j'ai su, c'est que le gouvernement du Québec de Pauline Marois boude Bombardier actuellement. Parce que moi même matin, là, je suis avec toi, là, T'es le chef du Parti conservateur, t'es au pouvoir. Moi, tu sais, mettons que j'aime ça être derrière la caméra, j'aime pas ça le spotlight, donc je suis avec toi comme genre de attaché politique. Puis là, on prend un petit café puis on dit qu'on fait avec ça. On fait un statement, on va y aller, on va saluer, on va couper le ruban, puis en plus, on va annoncer que le gouvernement doit changer son avion privé parce qu'il est rendu trop vieux, puis qu'on est le premier acheteur du premier avion qui sort de l'usine. C'est nous autres qui l'achètent. Je comprends qu'on n'aime pas trop ça, mais c'est tellement gros qu'au pire aller, on leur louera du monde qui n'ont besoin pour le rentabiliser. Mais c'est tellement gros qu'on doit montrer qu'on y croit. Et ce que j'ai su, c'est que il y a une guéguerre entre les péquistes et Bombardier. Bombardier est plus relié aux libéraux, on le sait et tout. Et la guéguerre, c'est que le gouvernement péquiste talonne la gang de Bombardier parce que ça parle anglais à l'intérieur pas mal, parce que tout se passe en anglais. Donc, il y a un os avec ça, et ça bougonne. Puis en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens de Bombardier m'ont envoyé des photos. Ils m'ont dit, regarde les photos qu'on t'envoie, tu vas comprendre, ils ont pas aimé. En dessous de la C-Series, sur l'aile arrière, il y a un drapeau. C'est le drapeau du Canada, évidemment. Ben oui, c'est Transport Canada, là. Ben oui, donc, les avions, c'est immatriculé au Canada, là. Mais il aurait aimé ça avoir un drapeau du Québec en dessous. C'est niaiseux de même. Mais le chef de l'État, là, people looked up to him. Je veux dire, c'est comme le chef de l'entreprise, il donne le ton. Et une des choses pour moi qui est importante, c'est de revaloriser la job de l'entrepreneur au Québec. Ces entrepreneurs-là investissent leurs épargnes, investissent leur argent, prennent des risques. Et quand ces entrepreneurs-là ont du succès, combien de fois est-ce qu'on voit le chef de l'État aller les féliciter, les rencontrer, les applaudir, les remercier pour ce qu'ils font, pour les jobs qu'ils créent? On voit pas ça souvent. Le M. Charest le faisait plus, certainement, mais puis même, je dirais, M. Bouchard le faisait, mais Mme Marois, elle est vraiment idéologue. Et moi, quand j'entendais, comme je te disais l'an passé, là, c'est l'économie sociale, c'est la réduction des gaz à effet de serre, c'est la supposée indépendance énergétique du Québec qui veut dire finalement qu'on va se recroqueviller sur nous-mêmes. C'est des visions très... c'est comme le village gaulois.
c'est un village gaulois, c'est un petit village. Madame Marois, c'est le gros poisson dans le petit aquarium. Et je trouve ça un peu, c'est petit. Ces gens-là n'ont pas de vision internationale. Moi, je pense que les Québécois sont capables de gagner à l'international. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la débrouillardise, la créativité, l'éducation. Mais le gouvernement est tellement présent, est tellement lourd, est tellement, c'est comme une chape de plomb qu'on a sur nos épaules et qu'on doit supporter. Alors, quand on a des entreprises qui réussissent à percer, comme des Bombardier, comme des CGI, il faut comme les couche-tard de ce monde, il faut les applaudir, il faut les encourager. Non, couche-tard, on fait tout pour les écœurer, pour syndiquer les jobs d'étudiants qui à l'intérieur de ces places-là. On a un succès, on veut pas qu'il s'agrossisse, on veut l'écraser. Moi, cette attitude-là me déplaît, puis je suis content d'entendre être positif sur les Québécois, parce que cette semaine, j'ai fait une montée de lait qui se promène sur les réseaux sociaux pas mal, où je dis les Québécois, ils sont bons. Les Québécois, là, contrairement à ce que ceux qu'on nous montre à la TV ou qu'on nous a fait entendre de temps à autre, puis des fois qu'on a l'air un peu nono, les Québécois que moi je rencontre, là, c'est des gagnants, c'est des créatifs, c'est des gars qui sont dynamiques, des filles dynamiques, pas gênants. Les Québécois, on peut être les meilleurs en Amérique. Moi, je suis sûr de ça. C'est juste qu'actuellement, on se bat à l'interne contre un système qui nous écrase. C'est juste ça, parce que sinon, on peut être les meilleurs. Moi, j'ai toujours pensé que l'État au Québec est trop gros. Et donc, je suis quelqu'un qui dit il faut diminuer la taille de l'État. Mais si tu dis ça, il faut que tu sois confiant que les individus, que les Québécois vont être capables de remplir l'espace laissé vacant par le départ de l'État. Tu sais. Si tu penses que les Québécois doivent toujours avoir les 2 petits trous de bicycle pour pouvoir pédaler, ben là, si tu penses que les Québécois ont absolument besoin du gouvernement tout le temps, si tu penses que les Québécois sont trop idiots, trop imbéciles, trop arriérés pour être capables de prendre des décisions eux-mêmes, pour être capables d'entreprendre, ben à ce moment-là, t'es un gauchiste, t'es quelqu'un qui croit au progressisme, hein, qui est tout simplement le progressisme, c'est l'avance lente mais délibérée de l'étatisme. Et c'est basé sur, regarde en Russie, regarde dans tous ces pays-là, l'État est bon, l'État est omnipotent, l'État va vous dire quoi faire. Et l'État, c'est qui? C'est qui l'État? C'est tout simplement du monde comme toi et moi, puis ça donne que la job qu'ils ont, c'est une job de fonctionnaire. Mais tu deviens pas, avec tout le respect pour les fonctionnaires, là, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est pas parce que tout d'un coup tu deviens un fonctionnaire que tu es plus intelligent ou meilleur que le reste du monde. Toujours penser... C'est pas parce que tu es fonctionnaire que tout d'un coup, tu as la science infuse puis tu es capable de décider qu'il faut mettre les priorités à telle place ou à telle autre plutôt que de laisser le marché décider où doivent se trouver les priorités, où doit être investi l'argent, où doivent être mis les efforts, où doivent être allouées les ressources. On entend souvent les gens de l'autre côté, donc les gens de gauche, les nombreux gens de gauche qui prennent les tribunes sur les médias sociaux. Ces gens-là vont nous accuser de tous les maux. Puis, en fait, on n'est pas québécois à leurs yeux parce que souvent, on va permettre une plus grande liberté que la loi 101 nous le permet. Parce que Joseph Facal a avoué cette semaine que quand le PQ a instauré la loi 101, on avait déjà fait de grands pas. On avait joué à 2 pieds dans les libertés individuelles. Ça m'avait jamais été présenté de cette manière-là. Je suis content de voir qu'au moins un péquiste l'avoue. Donc, quand on laisse un peu plus de laisser-aller au niveau de la loi 101, confiance que les Québécois vont garder leur langue d'origine malgré le fait qu'ils vont apprendre une autre langue. Même chose que l'État se tasse pour laisser l'individu prendre la place et prendre plus de responsabilités. La réponse des gens de gauche, peu importe le sujet qu'on amène, c'est un manque de confiance. C'est vraiment un manque. Et les anti-Québécois, les gens qui n'aiment pas les Québécois et qui pensent que les Québécois sont pas bons, c'est les gens de gauche. Oui, absolument. Tu as absolument raison. Ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, l'État, on va vous dire quoi faire, on va vous tenir la main, on va vous accompagner. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire tenir la main? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire accompagner? J'ai pas besoin de me faire accompagner. Je suis capable de prendre mes décisions tout seul. Mais si tu penses au contraire que le peuple québécois est un petit peuple, que ce sont des gens qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités,
Ben là, c'est comme tu infantilises les gens, tu les traites comme des enfants, puis tu leur tiens la main, puis tu changes leur couche, puis tu leur dis à quelle heure manger, puis quoi faire. Est-ce que tu penses que le lapsus de... Tu te rappelles contre Jean Charest quand Pauline Marois est arrivée à l'Assemblée nationale, qu'elle avait dit « Il faut défendre ce petit peuple de Québécois », puis elle l'avait dit 3 fois, elle était fâchée contre Charest, puis Charest avait répondu à la fin, en lui répondant, il avait dit et moi, je suis le premier ministre d'un grand peuple. Et elle était revenue en conférence après pour essayer de se défendre. Elle dit, ben oui, mais c'est un petit peuple, on n'est que 2%. En nombre, on est petit, on est juste 2. Ça voulait dire beaucoup, ce lapsus-là. Oui, c'est l'attitude, on est décolonisé, on est inférieur, on est seulement 8 millions dans une mer de 300 millions en Amérique du Nord. C'est toute cette attitude dénigrante, paternaliste, infantilisante. Mais ces gens-là sont comme nous autres, là. Je reviens à ce point-là. Je veux dire, Mme Marois, je vais dire qu'elle n'est pas intelligente, mais elle n'est pas plus intelligente que la moyenne des ours, là. Et on oublie, on oublie le gros bon sens. Quand c'est bon vraiment d'aller se promener un peu partout au Québec pour voir que les gens ont encore beaucoup de gros bon sens et ne se sont pas encore fait convaincre que l'argent pousse dans les arbres. Malheureusement, là, tu as l'île de Montréal où beaucoup de gens pensent ça de la gauche, mais il y a encore beaucoup de gros bon sens dans le monde, là. Puis ils savent très bien, ils sont capables de gérer leur propre budget, puis ils savent très bien que si ça sort plus que ça rentre, ils vont finir par être dans le trouble. Puis, alors les gens sont encore bien ancrés, les 2 pieds sur terre, mais ce qu'on sent par contre, c'est qu'il y a une espèce de un mélange de cynisme et un peu de découragement. Oui. Les gens disent, ben oui, mais Adrien, comment tu vas faire pour régler tel problème? Comment tu vas faire? Alors, même ces gens-là ont fini par croire le message de la gauche que non, c'est impossible. Il faut que l'État détermine où doivent être les grands vecteurs de croissance, les grappes industrielles, parce que si on n'est pas là, ça n'arrivera pas, on le saura pas. Tu sais, c'est un peu regarde, par exemple, là, je parlais récemment à quelqu'un là, de le USPS, le United States Postal Service, là, qui existe depuis 1700, je pense, 52. Ben, on a fini par croire, après 300 ans, qu'il était impossible que quiconque d'autre que l'État puisse transporter des petits bouts de papier qui s'appellent des lettres d'un point à l'autre. Jusqu'à temps que M. Smith invente la compagnie FedEx, puis disent, hey, moi j'ai une façon de le faire qui est encore bien mieux que le service postal. Et là, d'un coup, les Américains ont réalisé, ah ben, regardons ça. C'est vrai, c'est pas obligé que ce soit l'État qui transporte des lettres. Mais au Québec, ça fait 40 ans qu'on se fait dire que non, l'entreprise privée, c'est pas bon, ils sont là rien que pour se remplir les poches, c'est des voleurs, c'est des bandits, hein. Pierre Fortin, là, je vais faire une petite parenthèse, Jeff, Pierre Fortin, le grand économiste québécois là, auquel on réfère tout le temps, là, puis qui nous parle toujours des bienfaits de la Révolution tranquille, et puis comment est-ce que c'est extraordinaire, tout ça. Mais dans une j'ai eu un coup cette semaine, Adrien, ça m'a donné un coup cette semaine quand j'ai vu Claude, le mari de Pauline Marois, Claude Blanchette. Moi, je suis encore de travers son histoire de nouveau contrat juste à 1 an des élections, sachant que le PQ était rendu au bout du rouleau, puis avec une belle retraite, là, un beau parachute doré de 85 000 par année pour un gars très riche, qui touche toujours d'ailleurs. T'as Mme Marois, était la madame qui était aux Gémeaux, qui était la genre de vedette de la soirée, l'ancienne grande patronne de Radio-Canada et de Télé-Québec maintenant, qui, elle, aime faire, pour elle, de la télévision de gauche, c'est de la télévision intelligente, puis tout le reste, c'est de la merde. Son mari, c'est Pierre Fortin! Ils étaient assis les 4 ensemble. C'est ça. C'est tissé serré au Québec, hein? Alors, Pierre Fortin, qui est l'économiste modèle du modèle québécois, disait à une conférence sur la Révolution tranquille récemment, quelqu'un lui posait la question, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir un petit peu plus de privé en santé? Ça semble marcher partout ailleurs. Puis la réponse de Pierre Fortin, notre économiste avec un E majuscule au Québec, c'est ouais, mais le capitalisme et le banditisme, c'est la même chose. Il a répondu ça? Il a répondu ça.
le capitalisme et le banditisme, c'est la même chose. Alors, donc, c'est cette approche-là de dire que les entrepreneurs sont des voleurs, sont des bandits, puis là, je comprends là, qu'on a la commission Charbonneau, mais la commission Charbonneau, là, qui a donné les contrats? C'est des contrats avec le gouvernement. Ces affaires-là, ça n'arrive pas dans le privé. Alors, mon point, c'est qu'on a enlevé, on a réussi à faire croire à tout le monde depuis 40 ans qu'on n'est pas capable. Oui, les gens l'ont pogné. Hey, il nous reste quelques minutes, Adrien, puis tu as des sujets importants, entre autres. Puis on a vu hier une sortie de Daniel Breton à cette commission-là. Il y a une consultation, c'est pas une commission, mais c'est une consultation du gouvernement sur une nouvelle stratégie énergétique. Il y a votre parti qui a déposé un mémoire, et puis Claude Garcia, le président de la commission politique, qui va comparaître devant la commission aujourd'hui. Vous allez parler de quoi? Parce que là, c'est très ésotérique jusqu'à maintenant, parce que c'est des Daniel Breton puis des Martine Patente-Chose du PQ, puis toutes sortes de groupes de lobbyistes qui arrivent là avec... on connaît déjà leur point de vue avant qu'ils commencent, là. Vous allez arriver là avec quoi? Ouais, ben tu as raison un peu de dire on sait déjà où est-ce qu'ils s'en vont, puis je me demande jusqu'à quel point est-ce que c'est sérieux cette affaire-là. Tu regardes le document de consultation de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, puis le titre, c'est « De la réduction des gaz à effet de serre à l'indépendance énergétique du Québec ». Alors, tout de suite en partant, là, t'as un bias, un biais sur l'absolue priorité de réduire les gaz à effet de serre et l'absolue priorité d'atteindre une indépendance énergétique du Québec. Bon, réduction des gaz à effet de serre, là, je regrette, là, mais de plus en plus, la science est en train de nous dire que malgré l'augmentation des gaz à effet de serre, ça c'est certain, là, les gaz à effet de serre ont augmenté de 12%, là, je dirais, depuis à peu près 20 ans. Mais malgré ça, ce qu'on commence à réaliser, c'est que la température de la Terre, qui était supposée, selon les experts, d'augmenter de 0,2 à 0,9 degrés, actuellement, elle n'a augmenté que de 0,1 degré. Alors, de plus en plus, on est en train de réaliser que, c'est-tu vraiment vrai que l'augmentation des gaz à effet de serre cause une augmentation de la température de la Terre? Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que les gauchistes ne se fient pas sur la science, mais ils se fient plutôt sur toutes sortes de groupes d'intérêt, de groupes de pression et adoptent des politiques économiques qui sont très coûteuses et qui ne donnent pas les résultats escomptés. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est dans notre document qui va être défendu aujourd'hui par Claude Garcia, c'est il faut exploiter nos ressources naturelles, c'est important de les exploiter. Alors donc, ouvrons, toujours en respectant l'environnement, mais ouvrons la machine au niveau du développement économique des ressources naturelles du Québec. Et deuxièmement, au niveau de l'électricité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un surplus énorme d'électricité au Québec qui est causé par l'augmentation de la production d'Hydro-Québec avec les barrages, avec les éoliennes, tout ça. Deuxièmement, qui est causé par une stagnation de la consommation au Québec. Depuis 2004, il n'y a pas eu d'augmentation de la consommation domestique d'électricité au Québec, malgré qu'il y ait une hausse de 400 000 clients au cours de cette période-là. Et troisièmement, ce qu'on voit, c'est que ces surplus-là vont augmenter parce que le gouvernement continue à investir dans de la production hydroélectrique, que ce soit la East Main, Sarcelles-Rupert ou que ce soit la Romaine. On parle d'ajouter 17 térawatts d'électricité à la capacité de production d'Hydro-Québec. Puis en plus, comme si on n'avait pas assez, on va rajouter des éoliennes. Bon, c'est vrai qu'on a coupé Gentilly 2, mais ça étant dit, actuellement, on nage dans des surplus d'électricité. On en a quasiment 25% de trop aujourd'hui. Et malgré ça, on veut continuer ces investissements-là. Alors, nous, on dit qu'il faut repenser à ces investissements-là dans l'hydroélectricité. Peut-être qu'on fait une pause, peut-être qu'on attend, parce que c'est pas vrai là que l'électrification des transports puis que le nombre de véhicules hybrides là qu'on va avoir d'ici 2020, là, que ça va absorber ça. Là. Il faut arrêter de rigoler, là. C'est de la foutaise, cette histoire de véhicules électriques au Québec. Il y en a, je pense qu'il y en a à peu près, quand on enlève les VTT électriques, puis les tondeuses électriques, puis tout ce qui tourne électrique, puis ils rentrent ça là-dedans dans les véhicules électriques, mais des vraies voitures électriques, je pense qu'il y en a 800 au Québec. Là. Alors, on va arrêter de s'énerver avec ça. Alors, ce qu'on dit, c'est,
on a 40 térawatts de surplus d'hydroélectricité quand tous les projets de développement actuellement en développement vont avoir été complétés, là. Et ça assume que la consommation va continuer à stagner comme elle l'a fait depuis 2005. Est-ce que je peux rajouter une chose, Adrien, là-dessus aussi? Le chauffage, on s'entend que c'est une grosse partie de nos consommations d'électricité au Québec l'hiver. Ouais. Le développement technologique également, là, il y a personne qui en parle, là. Mais on parlait beaucoup de géothermie, mais maintenant, il y a des compagnies mondiales qui développent des thermopompes qui ne coûtent pas. Donc, tu n'as pas besoin de creuser des puits dans le sol pour aller chercher la chaleur. Les thermopompes, je parlais avec un client ici de Filtre Plus qui a maintenant des nouveaux produits qui arrivent quasiment ou très proches des coûts que ça va coûter chauffer la maison qu'une géothermie. Puis là, on est au début de cette technologie-là. Imagine que ça va être dans 5, 6, 7 ans, 8 ans. Pour quelques milliers de dollars, tu auras une thermopompe qui va te fournir de la chaleur qui ne coûte presque rien au niveau courant. Même chose à peu près que le principe de climatiser la maison avec ce même genre de thermopompe-là. C'est vraiment révolutionnaire ce qui s'en vient. Donc, ça, en plus, ça va créer effectivement d'autres surplus électriques, cette nouvelle technologie-là, là. Exactement. Et quand l'État se mêle de quelque chose, l'État, c'est une machine qui est c'est tellement gros, donc ça prend comme 15 ans vers virer de bord. Deuxièmement, le problème aussi, c'est qu'Hydro-Québec appartenant à l'État, c'est devenu un outil politique. Alors, c'est devenu une façon là de vendre des promesses politiques. Le plan Nord de M. Charest, là, 50% des investissements du plan Nord de M. Charest, c'était Hydro-Québec, c'était nous autres, là, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que Hydro-Québec a été, entre guillemets, hijacké par les politiciens. Et, on annonce des grands projets, ça a l'air de créer des emplois, mais on va se ramasser avec un surplus énorme d'hydroélectricité qu'on va être obligé de domper sur les marchés américains parce que nous autres, on n'augmente pas notre consommation domestique. Plus t'en dompes sur le marché américain, plus le prix baisse. Alors, on est dans un cercle vicieux et la seule façon vraiment, la question est vraiment qu'il faut qu'on se pose, puis c'est une question plate à poser, mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on mette les freins sur le développement hydroélectrique actuel? Peut-être qu'on devrait mettre tous ces projets-là sur la glace, quitte à les repartir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand si la consommation augmente, là, on pourra à ce moment-là peut-être voir de compléter ces projets-là, mais d'aller construire encore plus d'éoliens alors que l'éolien coûte 14-15 sous le kilowattheure, qu'on le vend aux Américains à 4 sous le kilowattheure, ça n'a aucun sens économique, mais ça permet d'acheter des votes en Gaspésie. Moi, le pire scénario que je vois, avec ce qui se passe avec les alumineries, je vois le déclin progressif de l'aluminerie. Je viens d'une région où il y en avait énormément, donc j'ai vu le déclin depuis longtemps. On a vu Shawinigan qui ferme. Et on voit les États du nord-est américain qui, avec le gaz de schiste et le fait qu'on leur donne de l'électricité quasiment, vont pouvoir offrir de l'électricité à 3,5 cents le kilowatt-heure à des grandes compagnies qui veulent bâtir des alumineries aux États, alors que nous, on devra monter le tarif, des alumineries parce que il faut subventionner le parc éolien puis les grands projets et tout ça parce qu'on a des surplus et ça coûte cher à produire, ces affaires-là. Donc, on va perdre notre avantage qu'on avait pour attirer la grande entreprise. C'est en train de jouer contre nous autres, cette patente-là. Oui, puis on a vu cette semaine que les grands consommateurs d'électricité veulent faire baisser le tarifel. Déjà, le tarifel est très bas, probablement plus bas que ce que ça nous coûte pour produire cette électricité-là. Alors déjà, il y a une subvention implicite qui est donnée aux alumineries. Et là, les alumineries, ils disent, ils ont le beau jeu, hein, ils disent, on pourrait aller dans l'État de New York à 3,5 cents. C'est ça, mais là, pendant ce temps-là, eux autres ont construit les éoliennes à 14 cents. Oui. C'est pas bien brillant, là. Alors, Hydro-Québec absorbe une perte de 700 millions. Puis qui va finir par payer pour ça? Nous autres. C'est nous autres. C'est pas les grandes alumineries, parce qu'eux autres, ils menacent, ils jouent, puis c'est bien normal, c'est le jeu normal qu'ils vont jouer. Ils vont dire, on va aller ailleurs. C'est ça. Alors, donc, qui paye? C'est nous. Oui. C'est le consommateur, c'est la petite et moyenne entreprise, et éventuellement, ça va être le consommateur d'électricité. Hey, avant, il nous reste 3 minutes, Adrien. Rapidement, 18e parution de l'annuaire des subventions au Québec et des 802 programmes offerts par la province, le fédéral et les fondations et organismes québécois. Ouf, c'est du stock, ça, hein? Ça représente combien de milliards, cette affaire-là?
Ben, à peu près, quand on regarde les chiffres, moi j'ai regardé les chiffres là, il y a une couple d'années, là, mais on parle, il y a deux genres de subventions au Québec. Là, tu as une subvention directe où tu t'envoies un chèque, et ça on parle d'à peu près 2 milliards par année. Et il y a un autre genre de subvention qui est un crédit d'impôt où quand tu viens pour payer ta facture d'impôt, ben, on la diminue. Et ça, c'est à peu près 2,5 milliards. Donc, tu parles de quasiment 4 milliards, puis là, j'inclus pas l'agriculture, là, parce que l'agriculture, c'est un autre gros morceau. Alors, 4-5 milliards de subventions. Et donc, on est des champions du bien-être corporatif, de l'aide sociale corporative au Québec. Les entrepreneurs, moi, je suis un homme d'affaires, les entrepreneurs, mes amis, aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est ça, on a 802 programmes au Québec, ce qui est 4 fois plus de programmes que la moyenne des autres provinces au Canada. Ben, la Saskatchewan est deuxième. C'est Francis Veil qui sortait ça dans la presse hier. La Saskatchewan est deuxième. Elle en a 451. Oui, puis l'Ontario, tu sais, l'Alberta en a 430. Je veux dire, ils sont pas à zéro ailleurs, là. Non, mais c'est parce que 451 sont deuxième. Ils en ont quasiment la moitié de nous autres. Non, c'est ça, c'est la moitié moins. Et ce qui est amusant, c'est que quand tu regardes les subventions, puis c'est là-dedans, c'est toujours fait pour des bonnes raisons, hein. Alors, quand tu regardes la liste des subventions, ben là, tu as quasiment les larmes aux yeux, tu sais, parce que il y a des subventions pour les handicapés, les décrocheurs, les autochtones, les femmes mineures enceintes, il y a des subventions pour les sportifs, il y a des subventions pour les chercheurs, les jeunes entrepreneurs, il y en a pour tout le monde, là. Toutes les gens qui sont dans l'environnement, l'avancement des femmes dans le sport, dans les métiers non traditionnels, les fonds de travailleurs, les designers industriels, la mode, les personnes infertiles, les mères qui ont des naissances multiples, les chauffeurs de taxi, les transporteurs aériens en région, les constructeurs de navires, les organismes de plein air, je veux dire, tout le monde en a. Puis là, je vais pas encore parler des arts puis de la culture, là. Ça, c'est les musiciens, les comédiens, les danseurs, les conteurs, puis c'est la production, puis c'est les déplacements à l'extérieur, puis même on soutient la venue d'artistes étrangers au Québec. Il nous reste 10 secondes, Adrien. Est-ce que le Parti conservateur du Québec, si jamais on tombe là-dedans, comme dans le film, c'était quoi, celui qui remplaçait le président, je pense que c'était Klein ou je sais pas trop quoi, là. Il y avait, en tout cas, est-ce que le Parti conservateur du Québec tomberait là-dedans à grands coups de pied?